Aujourd'hui, on va décortiquer la pensée d'une figure aussi centrale que controversée du panafricanisme, Kémi Séba. On va s'appuyer sur un de ses entretiens récents pour comprendre les grands axes de son combat et ce qui le motive. Pour commencer, il se définit lui-même par sa fonction, par sa mission, président d'Urgence panafricaniste. Et l'objectif est posé d'emblée, sans détour, la lutte contre le néocolonialisme. C'est vraiment la clé de voûte de tout son discours. Pour y voir plus clair, on va structurer cette analyse en 5 points. D'abord, on verra sa mission panafricaniste. Puis, qui est l'ennemi désigné, ce fameux système néocolonial. Ensuite, on abordera sa stratégie d'alliance, un point assez polémique. On parlera aussi de son statut de cible de l'État. Et enfin, on essaiera de voir quelle voie il imagine pour l'Afrique de demain. Allez, on attaque avec la première partie, la mission panafricaniste. On va poser les bases idéologiques de son action. Avant toute chose, il faut être au clair sur ce terme, le panafricanisme. Qu'est-ce que c'est, au juste? Eh bien, c'est une vision du monde qui milite pour que les peuples africains, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora, décident par eux-mêmes de leur avenir, que ce soit politiquement, économiquement ou socialement. C'est vraiment le logiciel de base pour comprendre la suite. Donc cette idéologie, comment se traduit-elle sur le terrain? Kémi Séba la décline en un combat sur 3 fronts, qu'il estime totalement inséparables. D'un côté, la justice sociale. De l'autre, la lutte contre la corruption des élites africaines. Et enfin, le combat frontal contre le néocolonialisme. Pour lui, ces 3 luttes ne font qu'une. On en arrive à notre deuxième partie. Maintenant qu'on a vu la mission, il faut définir l'adversaire. Contre qui, ou plutôt contre quoi, son mouvement se bat-il exactement? Eh bien voilà ce qu'il nomme le système néocolonial. Les cibles sont très précises. Il y a d'abord des symboles forts de ce qu'il considère être la domination française, le franc CFA et les bases militaires. Mais il y a aussi les élites africaines qu'il juge corrompues et complices, et enfin le pillage des ressources par des multinationales. Et pour illustrer son propos, il utilise une analogie historique assez parlante. Il rappelle que le général de Gaulle lui-même avait demandé le départ des bases militaires américaines du sol français après la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, il pose une question simple. Pourquoi ce qui n'est pas valable pour les Français devrait être valable pour les Africains? C'est sa façon de souligner ce qu'il perçoit comme une politique de 2 poids, 2 mesures. On passe maintenant à un point, disons, plus sensible. Sa stratégie géopolitique. Pour avancer, Kémi Séba noue des alliances qui sont loin de faire l'unanimité. La question qui revient sans cesse, l'accusation principale, c'est celle-là. Est-il, oui ou non, un agent à la solde de puissances étrangères, payé pour nuire aux intérêts français? Voyons un peu sa défense. Et sa réponse est surprenante. Loin de nier, il assume totalement. Il confirme avoir échangé avec des officiels russes, iraniens, vénézuéliens, turcs et même de la branche politique du Hezbollah. Pour lui, ce n'est pas de la soumission, mais une stratégie. L'idée, c'est de contribuer à un monde multipolaire pour contrer ce qu'il voit comme l'hégémonie de l'Occident. Alors, comment il justifie ça? Eh bien, il s'appuie sur une figure historique majeure, Nelson Mandela. Il rappelle que l'ANC, pendant son combat contre l'apartheid, n'avait pas hésité à chercher et à accepter le soutien de l'Union soviétique. La logique, selon lui, est la même, on prend les soutiens là où ils se trouvent pour faire avancer sa propre cause. Forcément, une telle stratégie, ça a des conséquences. Et là, on arrive vraiment au point d'orgue de son récit, un moment clé tel qu'il le raconte, son arrestation qu'il qualifie de spectaculaire par les services de renseignement français. Et quand on regarde les chiffres qu'il avance, on comprend tout de suite l'ampleur de l'opération. Il évoque une 40aine d'agents pour l'arrêter, une garde à vue de 50 heures et des accusations qui pouvaient lui coûter jusqu'à 30 ans de prison. On sent que l'enjeu était de taille. Alors, comment ça s'est passé concrètement? D'après son récit, l'interpellation a lieu à Paris. Les chefs d'accusation sont extrêmement lourds. Atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, collusion avec une puissance ennemie. L'interrogatoire, lui, tourne principalement autour de ses liens avec la Russie, l'Iran ou encore Wagner. Au final, il est relâché sans charge, ce qu'il analyse comme un manque de preuves solides contre lui. Alors, quelle est son interprétation de toute cette affaire? Pour lui, c'est très clair. Il s'agissait d'une tentative de le briser psychologiquement. Il martèle que le dossier était vide, qu'il reposait uniquement sur des informations publiques, en source ouverte, comme on dit, c'est-à-dire ses voyages ou ses discours, mais sans aucune preuve tangible d'actes illégaux. Allez, on arrive à notre dernière partie. Au fond, tout ça, c'est pourquoi? Comment toutes ces actions s'inscrivent-elles dans une vision plus large pour l'avenir du continent africain? Ce qu'il dessine, son but ultime, c'est une Afrique souveraine. Une Afrique qui, selon ses termes, se libère du contrôle néocolonial pour pouvoir enfin discuter d'égal à égal avec toutes les grandes puissances, qu'elles soient occidentales, russes, chinoises ou autres.
Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est d'accord, mais si ces nouveaux partenaires deviennent à leur tour des dominateurs? À ça, sa réponse est très directe. Il dit en substance que s'ils ont réussi à faire reculer l'influence française, ce ne sont pas les Russes ou les Chinois qui ne se heurteront pas à la même contestation s'ils essayent d'imposer leurs lois. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Le véritable enjeu pour les mouvements souverainistes en Afrique aujourd'hui, est-ce simplement de choisir de nouveaux partenaires, ou est-ce de s'assurer que ces nouveaux alliés ne deviennent pas à leur tour de nouveaux maîtres? C'est tout le dilemme qui semble se poser pour l'avenir des relations entre l'Afrique et le reste du monde.